Cathédrale a accueilli le lancement de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2025-2026, une opération qui concerne plus de 83 millions de têtes et vise à renforcer un secteur contribuant à 12% du PIB national. Et c'est le Premier ministre qui a procédé au lancement officiel de cette campagne au nom du président de la transition, une initiative majeure pour la protection et la sécurisation de l'élevage national. Développement rural, 32 milliards de francs CFA mobilisés pour la phase 2 du P2RS au profit de 50 villages de Koulikoro, Nara et Nyoro. Une coopération Mali-BAD pour le développement agro-silvo-pastoral et résilience climatique. Paix, cohésion sociale et prospérité, les ministres de la Culture et de l'Entrepreneuriat national sensibilisent sur l'importance du dialogue à la Biennale, une rencontre qui a permis de rappeler l'importance du dialogue comme socle d'une paix durable et d'un développement inclusif. Bienvenue si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de ORTM1. Je le disais en titre, le Premier ministre, chef de gouvernement, le général de division, a lancé ce matin à Cathédrale, dans la commune rurale de Kambila, région de Koulikoro, la campagne nationale de vaccination du cheptel 2025-2026. Au total, 83 millions de têtes, toutes espèces confondues, seront vaccinées. Selon les statistiques de l'INSAT, l'élevage constitue la principale source de subsistance pour plus de 30% de la population et contribue pour 12% au PIB. À cet effet, le Premier ministre a remis un important lot de matériel à la Direction nationale des services vétérinaires d'une valeur de plus de 180 millions de francs CFA et a annoncé l'élaboration d'une stratégie nationale de sensibilisation et de sécurisation de notre cheptel très bientôt par le gouvernement. Envoyé spécial à Kambila, Mamari Kone et Aloutouri. Augmenter significativement la contribution de l'élevage à la croissance économique du pays et rendre les produits d'élevage plus compétitifs sur les marchés intérieurs et extérieurs. Telle est la vision des autorités de la transition. Selon le ministre en charge de l'élevage, le lancement de la campagne de vaccination 2025-2026 se tient à un moment où le ministère et la Direction nationale des services vétérinaires se trouvent à la croisée des chemins. D'une part, le pays s'est engagé dans plusieurs programmes sous-régionaux et internationaux, notamment l'éradication de la peste des petits ruminants à l'horizon 2030, le contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine à l'horizon 2030 et le contrôle de la fièvre afteuse. Et d'autre part, à ces engagements s'ajoutent plusieurs stratégies de lutte contre des maladies comme la grippe aviaire, la tuberculose, entre autres. Les effectifs actuels du cheptel national placent notre pays au premier rang dans l'espace humois. Ainsi, notre cheptel est estimé en 2024 à environ 14 millions de bovins, 52 millions de petits ruminants, 1,4 million de camélins, 600 000 équins, 1,2 million d'assins, 90 000 porcins et 57 millions de sujets de volailles. Pour la campagne 2025-2026, les projections sont de l'ordre de 83 millions de têtes à vacciner, toutes espèces confondues, contre différentes maladies. Ces projections sont en parfaite harmonie avec les différents engagements de notre pays sur le plan sous-régional et mondial. Au nom du président de la transition, chef de l'État, parrain de cette campagne, le Premier ministre, chef du gouvernement, a inoculé la première dose de vaccin à un taureau. Occasion pour lui d'insister sur l'importance de la vaccination pour un secteur aussi vital pour notre pays. Notre présence ici témoigne de l'intérêt que le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, porte à l'élevage dans notre pays. Il est important de rappeler que l'élevage occupe 12% du produit intérieur brut de l'économie nationale. Donc il est tout à fait important de s'y atteler, de s'y intéresser. Et ceci est l'engagement du chef de l'État. Il est important également de rappeler que la campagne de vaccination permet d'éviter la transmission de la maladie donc, entre les animaux et également des animaux à l'homme. C'est très important, compte tenu de la place de l'élevage dans notre économie nationale et compte tenu de l'intérêt que le chef de l'État accorde lui-même à la santé de manière générale. Donc il est important de s'intéresser et de faire en sorte que cette campagne de vaccination de notre cheptel, qui va concerner à peu près 83 millions de têtes
se déroule correctement. Le chef du gouvernement a également remercié tous les acteurs pour leur implication et leur apport pour la réussite de cette campagne. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier et féliciter l'ensemble de nos partenaires, à savoir la FAO, le Comité international de la Croix-Rouge, également l'Organisation mondiale pour la santé animale. Je voudrais également, au nom du chef de l'État, rassurer le secteur de l'élevage, en particulier l'interprofession bétail et viande, que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour les accompagner dans leurs activités. Et c'est à ce titre que le chef de l'État a décidé d'accorder 10% de coton-graine qui permet, et je pense que les différents intervenants l'ont rappelé, l'ont mentionné, qui ont permis d'améliorer la sécurité alimentaire de notre cheptel. Il est également important d'annoncer que très bientôt aussi, plaît à Dieu, le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, compte élaborer une stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation de notre cheptel. Le Premier ministre a remis au directeur national des services vétérinaires un important lot de matériel comprenant 12 réfrigérateurs, 53 glacières, 12 congélateurs, 700 seringues, 1500 blouses, 150 enregistreurs de température et 36 motos. Les donations qui s'élèvent à 180 749 000 francs CFA sont financées par le budget national, le PRAPS, le recensement général agricole et le projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base. La vaccination du cheptel mobilise chaque année les autorités administratives et politiques auprès des techniciens de la santé animale à l'occasion du lancement de la campagne nationale de vaccination des animaux. Il faut dire que le Mali dispose d'un important cheptel composé d'ovins, de caprins, bovins, camélins et autres volailles, ce qui classe le Mali en première position en zone UEMOA et troisième en Afrique de l'Ouest. Le compte rendu de Alousseni Touré. C'est le village de Fanafié-Koro, dans la commune de Kambila, cercle de Kati, qui a été choisi pour abriter le lancement de la campagne de vaccination du cheptel. Une campagne dont l'importance n'est plus à démontrer si l'on sait la place de l'élevage dans l'économie de notre pays. L'activité connaît un essor important et hisse le Mali au premier rang en zone UEMOA. Occasion pour les professionnels du secteur de souligner le rôle de l'État dans la promotion de cette activité. L'interprofession de la filière bétail-viande du Mali adresse ses sincères remerciements au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour les immenses efforts déployés en faveur du développement des productions animales, notamment la mise à disposition des éleveurs et des cotonculteurs du Mali 10% de la production de la graine de coton campagne agricole transformée en aliment bétail. Cet appui que nous voudrons augmenter à 20% a permis de contribuer à stabiliser les prix du tourteau et du coton. La campagne nationale de vaccination du cheptel qui démarre ce matin revêt pour nous, les éleveurs, un caractère tout particulier, car la bonne santé des animaux est déterminante pour l'accroissement de la production et de la productivité. C'est aussi un gage pour la sécurité alimentaire. Mieux les animaux se portent mieux la population est protégée contre les maladies. L'élevage, c'est également un label à sauvegarder et à promouvoir jalousement. Mali Sogo est désormais la marque de la viande malienne à surveiller à l'intérieur, surtout à l'extérieur. Mieux qu'une marque, c'est surtout une source de revenus, un apport alimentaire et nutritionnel. La PECAM se réjouit de la criminalisation du vol de bétail et plaide pour un soutien important de l'État au Centre national d'insémination artificielle pour booster la production animale et laitière. Nous, paysans, serons ingrats si nous ne reconnaissions pas aussi tout le travail abattu par le Premier ministre et son gouvernement. Durant ce temps, je citerai entre autres la criminalisation du vol de bétail qui a été une demande du monde rural de plus de 10 ans. Nous pensons qu'il faudra réfléchir à un autre schéma pour opérationnaliser la criminalisation du vol de bétail, que la loi soit appliquée dans toute sa vigueur contre les voleurs de bétail. Le deuxième problème que rencontre l'élevage périurbain
est le problème de la reproduction. Un élevage laitier rentable, chaque vache doit mettre bas un veau par an. Et une vache doit au minimum, pour que l'élevage périurbain soit rentable, pouvoir produire 4 à 5 litres de lait au minimum. Cela n'est possible que grâce à l'amélioration génétique de notre cheptel. L'État du Mali a créé un formidable outil que nous appelons le Centre national d'insémination artificielle, dont l'expertise est reconnue dans toute la sous-région. Ils savent faire le travail d'insémination. Les éleveurs maliens savent élever. Mais malheureusement, ces 2 dernières années, Monsieur le Premier ministre, nous sommes en rupture de stock de semences et d'intrants de synchronisation à partir du 3e mois de l'année. Les vétérinaires maliens demandent plus d'efforts financiers de la part de l'État pour soutenir le secteur. Ils se félicitent de l'initiative de création de la faculté des sciences agronomiques et de médecine vétérinaire. Aussi, en soutien à nos forces armées, ils ont collecté une somme symbolique qui fera l'objet de remises officielles dans les prochains jours. L'Ordre, pour sa participation aux efforts des autorités en faveur de la défense du pays, a mobilisé un montant de 3 millions de francs CFA pour soutenir les familles de nos vaillants soldats tombés sur les champs d'honneur. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, nous dormons et nous nous réveillons par la grâce de Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous défendre. Cette activité n'aura pas connu autant de succès sans la participation du laboratoire central vétérinaire qui fabrique et fournit les vaccins. Nous produisons principalement les vaccins qui sont destinés à la protection des ruminants, c'est-à-dire les bovins, les caprins et les ovins, contre plusieurs maladies qui sévissent dans notre espace, notamment tout ce qui est pastorellose, tout ce qui est péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants, grosso modo. Le labo fait face, comme tous les Mali aujourd'hui, à beaucoup de difficultés. Nous, notre travail est principalement basé sur la source d'énergie et le froid. Donc on a des difficultés par rapport à cette fourniture d'énergie qui ralentit un peu nos activités. La cérémonie a été agrémentée par les élèves infirmiers vétérinaires qui ont présenté un sketch sur le sujet. À présent, le contenu de ce communiqué, le Centre de coordination et de gestion des crises SECOGEC porte à la connaissance des populations de la poursuite de l'approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures. Dans la nuit du 25 au 26 décembre 2025, un important convoi de plus de 680 citernes a été réceptionné au bureau des produits pétroliers des douanes. Des dispositions urgentes sont en cours pour ravitailler le maximum de stations-service. Le SECOGEC invite les populations au calme et à ne pas céder à la panique. Par la même occasion, il met en garde les auteurs qui se livrent à des spéculations injustifiées entraînant une perturbation dans la fourniture du carburant. Le SECOGEC réitère ses chaleureuses félicitations aux FAMA pour leur détermination, salue la bravoure des chauffeurs et leurs apprentis, ainsi que l'engagement patriotique des opérateurs pétroliers. Actualité AES, fin de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Que peut-on retenir de cette session ainsi que de la présidence du général d'armée Assimi Goïta à la tête de la Confédération? Quels sont les défis qui attendent le nouveau président? Nous avons approché un spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel et un analyste des questions politiques. Il s'exprime au micro de Djorte Diakité et Aruna Diarra. Nous avons assisté à une communion, à une grande fête des peuples africains. Il n'y avait pas que des peuples de l'AES, nous avons eu des personnes qui sont venues de d'autres pays et ensemble nous avons célébré la souveraineté, le panafricanisme et le renouveau de l'Afrique. Oui, par rapport à la conclusion du collège, ce qui vraiment je retiens, c'est d'abord ce soutien de motion contre les attaques terroristes contre les pays de l'Est et également le soutien d'une motion contre l'injustice juridique qui a été imposée au Niger entre le Niger et la société française. C'est vraiment un élément phare
de ces conclusions. La présidence du président Goïta à la tête de l'AES, ce que nous pouvons noter déjà, c'est l'aspect diplomatie, où nous avons uni nos forces, l'aspect défense et sécurité avec l'article 6 de la charte de l'Iptako Gourma qui met en place la souveraineté des pays. Sur le pilier de la défense, il y a les forces unifiées de l'AES qui ont été mis en place avec 5000 hommes. Donc, en termes de soubassement, déjà nous avons la banque d'investissement qui va permettre de financer les projets d'infrastructure, les projets agricoles pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et nous avons aussi la télévision AES. Au début de la confédération de l'AES, on nous a posé, moi personnellement j'ai réfléchi sur 2 ou 3 éléments. L'élément phare c'était d'abord l'efficacité. Quelle sera l'efficacité de cette confédération? Et on a vu que sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, vraiment l'efficacité n'est pas à montrer à qui que ce soit, on le voit à longueur de journée. Même la présence et le poids de l'AES dans les concerts des grandes nations aujourd'hui au sein des organisations internationales, mais également la question de l'institutionnalisation. Et sous son leadership, l'AES est parvenu vraiment à avoir vraiment une base institutionnelle. Et le dernier point, c'est d'abord la question économique. Quelle sera la force économique de cette confédération? Et on a vu avec la création de cette banque de l'AES, avec un fonds de départ de 500 milliards de francs CFA, c'est déjà un acquis qui est là, qu'il faut vraiment saluer. Les défis sont majeurs. Nos présidents ont parlé de 3 grands projets phares. On peut citer la compagnie aérienne au niveau AES. Ensuite, nous avons chemin de fer Bamako-Ouaga-Niger, qui est un projet colossal. Et le 3e projet, les projets pour l'autosuffisance alimentaire. Le nouveau président lui-même a eu à signaler, il prédit, il dit qu'il y aura l'hiver noir. Et donc cela veut dire que la tâche n'est pas du tout facile et que les populations haïtiennes doivent faire face. Mais le défi, c'est d'abord de continuer toujours sur le chemin que le premier chef de l'AES, je parle du général d'armée Assimi Goïta, a tracé. Voilà, Badi Aïdara et Mohamed Abdellahi El Khalil se sont exprimés au micro de Douranche Diakité et Aruna Diara. Au Burkina Faso et plus précisément à Bobo Dioulasso, la liste des contributeurs à l'initiative Faso Mebo s'allonge. L'université Aube Nouvelle de Bobo Dioulasso avec 30 millions de francs CFA et l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso avec un don de 20 tonnes de ciment et 160 tonnes de granit concassé. On en sait plus avec Jérôme Tendano. Le président fondateur de l'université Aube Nouvelle et son personnel s'associent à la dynamique d'embellissement des villes du Burkina Faso. Les voici au quartier général de Faso Mebo à Bobo Dioulasso. À ce rendez-vous de l'engagement patriotique, Nyanta Isidore Kini et sa délégation apportent une contribution d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Cette contribution est composée de 2 volets, on va dire. La première contribution en nature, montant de 20 millions, et une deuxième contribution de 10 millions en espèces, que l'université Aube Nouvelle de Bobo apporte pour encourager Faso Mebo. À cette initiative s'ajoute celle de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso. Elle remet ici 20 tonnes de ciment et 160 tonnes de granit concassé. On s'est dit qu'il fallait qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de venir pour participer activement au développement de notre pays et aussi parce que nous partageons les mêmes valeurs que Faso Mebo, qui sont celles de la solidarité, l'engagement et aussi le partage. Par ces actions, les donateurs démontrent que le développement endogène est l'affaire de tous et que la solidarité reste une valeur fondamentale au Burkina Faso. Et en ouvrier d'un jour, l'ensemble des donateurs apportent ici de la main-d'œuvre. Et nous nous rendons au Niger pour parler de cette réception officielle de matériel par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, au profit de la nouvelle unité de la gendarmerie mobile. Il s'agit notamment de véhicules et de drones de surveillance. Nafissa Badamassi.
En réponse à la vision du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Modi, et pour mettre en pratique ces instructions, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le colonel-major Kimba Tahiru, présente ce 24 décembre 2025 la toute première unité de gendarmerie mobile. Une nouvelle unité de lutte contre le banditisme et la criminalité organisée pour sécuriser la population des zones rurales. Cette nouvelle unité, dotée de matériel roulant et de drones de surveillance, va contribuer à renforcer l'engagement de la gendarmerie nationale sur le terrain pour assurer sa mission régalienne avec détermination. Ce matériel chèrement acquis sur fonds propres de l'État vient également renforcer la mobilité des forces pour être plus proche de la population. En ce jour spécial pour la gendarmerie nationale et son personnel, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Modi est allé une fois de plus leur apporter son soutien. Son message à l'endroit de ces hommes face aux ennemis est clair et simple. Je cite, « Il faut les neutraliser. C'est votre travail. Vous êtes formés pour faire ce travail. En vous équipant de ce matériel, votre commandement a voulu vous rapprocher le plus possible de vos populations. » Fin de citation. Atelier de réflexion sur la réforme de la justice dans le domaine de la lutte contre la corruption au Mali. On en parle dans cette édition et c'est pour offrir un cadre de dialogue interactif sur la lutte contre la corruption et la réforme en cours dans le secteur de la justice au Mali avec 80 participants, dont 50% de femmes. Le point avec Fantama Magnentao. Ce présent atelier sur la lutte contre la corruption et les réformes judiciaires vise à favoriser la compréhension autour des enjeux actuels, à encourager une participation inclusive, à s'approprier des réformes et à soutenir les efforts des autorités par des recommandations concrètes. Et l'objectif principal de cette rencontre d'échange, c'est de lancer la réflexion, les discussions sur les réformes juridiques, les réformes institutionnelles dans le domaine de la lutte contre la corruption qui ont été initiées par les départements de la justice depuis quelques années. Cela permettra à nos publics cibles que nous avons mobilisés, notamment les universitaires, les femmes, pour les permettre de s'imprégner de ces réformes juridiques. Le projet LUSEG n'a pas hésité à accompagner techniquement et financièrement la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption. La corruption affaiblit nos institutions, elle creuse les inégalités et elle touche de plein fouet les femmes, les filles, les groupes vulnérables, je dirais la jeunesse tout entière. C'est pourquoi le projet LUSEG n'a pas hésité à répondre favorablement à l'invitation de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, à l'accompagner dans la réalisation de cette activité. Le représentant du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a invité les participants à redoubler d'efforts pour mieux combattre ce fléau qui est la corruption. Pour lutter efficacement contre la corruption, la réponse judiciaire demeure une meilleure alternative. Mais le soutien de la société civile et de tous les acteurs non étatiques est essentiel. La justice, elle seule, ne peut plus traquer les bandits de la corruption. Je voudrais que vos débats soient des débats francs, empreints de courtoisie, et qu'à la fin, vous puissiez sortir des recommandations qui pourront aider le ministère de la Justice dans la mise en œuvre des réformes. Notons qu'il est important de continuer à travailler ensemble pour prévenir, protéger la société et garantir la bonne gestion des ressources de l'État. 43e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales du Mali. Cette rencontre est une session budgétaire. Il s'agit pour les administrateurs de l'agence d'apprécier les résultats obtenus en 2025 et de fixer les nouvelles orientations et le budget pour l'année 2026. Reportage Mamadou Fani.
Cette 43e session ordinaire du comité de gestion des activités aéronautiques nationales du Mali est une session essentiellement budgétaire. Il s'agit pour les administrateurs de donner des orientations claires pour 2026 et d'examiner le plan de travail et le budget de l'agence pour la nouvelle année. Les travaux soumis à notre appréciation aujourd'hui s'inscrivent dans un contexte national et régional particulièrement exigeant, marqué par d'importants défis sécuritaires, économiques et opérationnels. Toutefois, grâce à la détermination du gouvernement malien, des avancées significatives ont pu être réalisées. La réhabilitation des chaussées aéronautiques de Caille, c'est une action d'envergure à laquelle nous allons nous atteler pour permettre à l'aéroport de Caille, qui sera le deuxième aéroport que nous allons essayer de certifier après l'aéroport de Bamako-Sénou, donc les décisions pratiques seront prises au cours de ce budget pour aller dans ce sens-là. Les autres aérodromes que nous gérons ne seront pas en reste. Les actions structurantes sont prévues dans ce budget pour permettre d'assurer la sécurité de la navigation aérienne au niveau des activités internationales du Mali. Les gens prennent de plus en plus d'avions. Donc nous allons essayer de mettre nos aéroports encore plus à niveau pour permettre à cet afflux supplémentaire qui arrive sur nos aéroports d'être reçu en toute sécurité. Ces investissements traduisent la volonté des autorités maliennes d'offrir au secteur aéronautique national les moyens de ses ambitions. Le budget 2026 devra être optimisé et axé sur la mise en œuvre des actions qui permettent d'améliorer constamment les performances techniques et opérationnelles sur nos aérodromes en vue de garantir en permanence les conditions requises de sécurité aérienne. Je demeure convaincu que de nos débats sortiront des résolutions et des recommandations pertinentes qui prennent en compte les préoccupations évoquées. La 43e session du comité de gestion de la SECNA permet également d'établir le bilan des activités au 30 novembre 2025 avec de grandes ambitions pour 2026. 30e session du conseil d'administration de l'Agence malienne de radioprotection. Pour 2026, le budget prévisionnel connaît une légère augmentation, cela en vue de permettre à la structure de poursuivre à la réalisation de centrales nucléaires conformément à la vision des plus hautes autorités. Al-Jumatina. Organisme chargé de réglementer dans notre pays l'utilisation pacifique des techniques nucléaires comme la radioactive, l'AMARAP, l'Agence malienne de radioprotection, est une structure qui a une importance particulière au regard des enjeux de sécurité nucléaire. L'Agence malienne de radioprotection a enregistré des résultats encourageants, à savoir, entre autres, la 26 nouvelles sources de radiation ionisante recensées portant plus de 826, le nombre total de ces sources sur le territoire national. 58 autorisations délivrées aux établissements utilisateurs de sources de radiation ionisante, 31 contrôles radiologiques effectués dans les établissements concernés. Ces résultats appréciables sont dus à l'engagement de la direction de l'AMRAP sous l'impulsion du conseil d'administration et les orientations de mon département. Les prévisions budgétaires de l'Agence malienne de radioprotection au titre de l'année 2026 sont arrêtées en recettes et en dépenses à la somme de 545 904 487 000 francs CFA contre 537 815 000 francs CFA en 2025, soit une hausse de 1,48%. L'utilisation des applications pacifiques des techniques nucléaires connaît de nos jours un regain d'intérêt à travers le monde et il est ainsi important de poursuivre la dynamique des réformes. Les activités ont été menées assez bien parce qu'on a fait un état des lieux à mi-parcours. Les perspectives en 2026, on va faire des sensibilisations, former les utilisateurs, faire en sorte que tout le monde entre dans les normes réglementaires. Ensuite, nous faisons en sorte que aujourd'hui, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, alors les dispositions pour aller vers l'électronucléaire, qui est l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la production d'électricité. Lors de cette 30e session du conseil d'administration, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a retiré son remerciement aux partenaires, notamment l'Agence internationale de l'énergie atomique pour son appui multiforme dans le cadre de l'utilisation des techniques nucléaires au Mali, avant de visiter certaines structures relevant de son département. Je me suis permis de venir voir la Direction nationale de l'énergie, on appelle DNE. Il y a la NERB aussi, on a visité la NERB.
il y a l'AMADER, il y a la DNE, il y a l'AMRAP. Toutes mes structures se trouvent au même endroit ici. Très important en matière d'électrification, en matière de radioprotection, en matière de bioénergie. La 30e session du conseil d'administration de l'AMRAP est ainsi une occasion pour les responsables de mesurer le chemin parcouru. Tombouctou vibre au rythme de la biennale. Sur place, le ministre en charge de la culture et son collègue en charge de l'entrepreneuriat ont animé un cadre d'échange sur le thème paix, cohésion sociale et prospérité. Les temps forts de cette rencontre avec Bemba Sibi. Le dialogue constitue en partie une renonciation au conflit, d'où ce cadre d'échange en marge de la biennale. Sous une tente touareg face à face, les participants ont échangé avec les deux animateurs. Dans sa communication, le ministre Sall a souligné que le véritable courage est de déposer les armes et se mettre ensemble pour construire un avenir de paix et de prospérité. La paix exige un acte difficile mais indispensable, c'est le pardon. Cela ne va pas dire un oubli ou pas d'impunité, mais le courage de regarder vers l'avenir sans être prisonnier du passé. Cela est très important. Regardons ensemble vers l'avenir, main dans la main. Le Mali ne se révélera jamais par la vengeance, mais dans la réconciliation, dans la justice, la vérité et la solidarité. Déjà, le dialogue intermalien qui a abouti à l'adoption de la charte pour la paix et la réconciliation a posé les jalons de cette dynamique. Une charte que chaque Malien doit s'approprier aujourd'hui pour surmonter les difficultés. Si tu connais l'histoire de quelqu'un, tu connais son passé, tu connais ses valeurs, tu peux marcher avec lui. C'est ça l'idée. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce pays, comme dans le reste du monde. Ce qui s'est passé, ce n'est pas le plus important. Ce qui nous arrive, ce n'est pas le plus important dans le monde. L'histoire de l'humanité se résume à deux choses. Ce qui nous arrive est la réponse de l'homme. C'est pour dire que donnez-nous la main, tenez-nous par les coudes, marchons ensemble. Ce cadre a permis surtout aux participants de partager leur point de vue sur le processus de paix et de réconciliation. Certaines légitimités traditionnelles ont recommandé plus d'actions inclusives dans le processus. Par ailleurs, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Tombouctou a souligné l'importance d'ériger la cité mystérieuse comme capitale culturelle du Mali. Choisir la vie. Nous restons à Tombouctou pour parler également de la prestation des régions de Nioro et Gao à travers une soirée riche en couleurs et porteuse de messages de paix, de patriotisme et de cohésion sociale. Le reportage de Cheikh Oumar Kamara avec les images de Mahmoud Tandina. C'est la région de Nioro qui ouvre les balles des prestations scéniques de ce jeudi à la Biennale artistique et culturelle de Tombouctou pour sa deuxième participation à une biennale. La 11e région du Mali a brillé dans les 5 disciplines en compétition. Je suis content parce que, quel que soit, même si je n'ai pas de prix, ma participation, elle est énorme. Bon, comment est-ce que les gens savent qu'il y a des éléments à Nioro? Il y a aussi des jeunes à Nioro. Donc c'est surtout ça. J'ai suivi avec un grand intérêt la troupe de la région de Nioro qui, à travers sa danse, ses chansons, a exprimé la loyauté, a exprimé le patriotisme et a exprimé l'engagement pour œuvrer pour la paix, la réconciliation et relever le défi du Mali Koura. L'esplanade du stade municipal Baba Al-Kaïrou, une autre région très attendue, fait à son tour son entrée en scène. Gao, la 7e région du Mali, a captivé le public avec des danses emblématiques comme le Takamba, portées par un ensemble instrumental puissant, appelant chaque Malien à contribuer à l'édification nationale. Dans la catégorie solo des chants, le message était clair, la vérité, clé de la souveraineté. La voix du fleuve, c'est la nature qui parle. Cette nature qui parle interpelle les fils de ce pays-là pour leur dire que nous sommes également un pays de grands. C'est aux fils de ce pays-là de se donner la main. La danse traditionnelle est incorporée dans la pièce de théâtre.
c'est une suite logique et un théâtre continu. Donc c'est une danse de toutes les couches ethniques qui sont au niveau de la région de Gao. Ces prestations reflètent nos réalités socio-culturelles actuelles, surtout le vivre ensemble, la paix et la reconstruction de notre pays, le Mali. Ces différentes prestations scéniques ont tenu le public en haleine tout au long de la soirée. Entre danses inédites, chants engagés et pièces de théâtre soigneusement interprétées, le spectacle a offert un véritable moment de communion. Nous assistons vraiment à des scènes de satisfaction, la paix, la réconciliation, la sécurité. Donc ça, vraiment, c'est des sujets d'actualité. Entre expression artistique et messages engagés, les prestations de Nioro et Gao ont marqué cette soirée de la Biennale à Tombouctou. Deux régions, deux identités culturelles fortes, mais un même engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la souveraineté nationale. $32 milliards de francs CFA, c'est le montant de financement alloué à l'exécution de la seconde phase de projet dénommé P2P2RS pour une durée de 5 ans. Cette seconde phase qui vient d'être lancée intervient dans les régions de Koulikoro, Nara et Nioro du Sahel et concerne 50 villages. Ce projet s'inscrit dans la dynamique d'accroître durablement à la productivité et les productions agro-silvopastorales. Reportage Adam Traoré. Après la première phase des projets du programme de renforcement à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel dénommé P1PDRS, place aujourd'hui au lancement de la phase D de PD-PDRS avec une durée de 5 ans dont le budget s'élève à 32 milliards de francs CFA. Les régions concernées par le projet sont les régions de Koulikoro, Nara et Nioro du Sahel. Cette seconde phase a voulu concentrer ses activités autour de 50 villages, pour les rendre en villages climato-intelligents. Donc l'objet du projet, c'est de renforcer la résilience climatique dans ces différents villages. Il faudrait que le jour où ce projet va se clôturer, qu'on soit arrivé à améliorer les conditions de vie de nos populations, qu'on ait des infrastructures qui vont durer dans le temps, qui vont être bénéfiques pour les populations. Le projet PD-PDRS qui vient d'être mis en œuvre sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et la coordination de CONASYS s'articule autour de 4 composantes dans le but de garantir les conditions de vie des populations du Sahel. Les objectifs du projet sont en cohérence avec ceux de l'axe stratégique numéro 3 du SNED, à savoir croissance économique et développement durable, et contribueront à la mise en œuvre des projets numéro 1, Farafina, Djiguiné, nourrir le Mali et la sous-région, et numéro 9, le Mali vert et bien-être de la dite stratégie. Rappelons que ce projet est financé par la Banque africaine de développement BAD à travers le Fonds africain de développement FAD, dont le budget est réparti en prêts et en dons en passant par l'apport des populations concernées. Et à Ségou, le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest vient d'offrir aux interprofessions riz et maïs de la région de Ségou 22 batteuses multifonctions. L'acquisition de ces batteuses va sans nul doute améliorer la productivité au sein des filières riz et maïs. Reportage Honoré Tchenou et Bassi Traoré. 22 batteuses pour renforcer les interprofessions des filières riz et maïs de la région de Ségou. C'est à l'actif du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, PERISA. Ces 22 batteuses ont coûté au programme plus de 100 millions de francs CFA. Nous avons dans un premier temps reçu de la part du PERISA des motoculteurs qui rentraient dans le cadre de la production. Et maintenant, nous venons de recevoir également des batteuses multifonctions. Et ça rentre dans le cadre de la post-récolte. Donc ça veut dire que vraiment pour tout le circuit, nos producteurs ont reçu des équipements appropriés qui puissent vraiment améliorer la qualité du travail, le rendement et vraiment de leur culture. Équipements post-récolte, ces batteuses multifonctions permettront d'améliorer la productivité dans les filières agricoles. Nous assurons l'État que ces batteuses seront utilisées de manière optimale et responsable au bénéfice des acteurs
et dans le respect des objectifs fixés par le projet. Je vous invite à mettre les pacteuses dites multifonctions au service de l'ensemble des habilitaires des zones d'intervention du PERSA et à établir un système de leur gestion durable axé sur les modalités d'entretien et de dotation aux amortissements. PERISA, qui vient de financer l'acquisition de ces 22 batteuses, est un programme conjoint gouvernement-Banque mondiale. Il touche environ 4 millions de bénéficiaires à travers les pays. Et rendons-nous à présent au Prytanée militaire de Kati, où une cérémonie solennelle de remise des attributs aux élèves de 7e année, suivie de leur présentation au drapeau, a été organisée. Elle marque une étape symbolique dans la formation de ces élèves et vise à encourager les valeurs de discipline, de patriotisme et de responsabilité. Un reportage de Sidiki Djara. S'instruire pour servir, c'est la devise de l'école des Prytanée militaires de Kati. Elle a transmis à sa nouvelle cuvée la notion d'appartenance à une famille, la connaissance d'un héritage commun et l'engagement pour une même cause, celle de toujours servir ensemble. Je suis devenue élève du Prytanée militaire de Kati. Je tiens à remercier le Dieu de la part de moi et de mes promotionnels pour ce beau jour qui est le baptême des Bleus. Nous sommes devenus maintenant des élèves du Prytanée militaire de Kati, 45e promotion. Selon l'officier chargé des traditions, ce rituel est un rappel constant de l'honneur, des responsabilités qui accompagnent chaque élève. Exhorte les uns et les autres à un comportement exemplaire que nos jeunes de demain voudront suivre avec fierté. Dans quelques instants, l'étendard du Prytanée militaire de Kati sera devant les élèves. Le commandant de l'école, le lieutenant-colonel Cheikh Amala Bayala, a souligné la portée symbolique de cette cérémonie. Chers parents, en confiant vos enfants au Prytanée militaire de Kati, vous avez fait un choix courageux, un choix exigeant, parfois source d'inquiétude légitime, mais un choix porteur d'avenir. Nous en sommes pleinement conscients. C'est pourquoi aussi au Prytanée militaire de Kati, la discipline ne rime jamais avec brutalité et l'exigence n'exclut jamais l'humanité. Chaque élève est suivi, écouté, encadré et orienté afin de lui permettre de s'épanouir, tant sur le plan académique et moral, tel qu'exigé par les objectifs de renforcement des capacités continues du personnel de l'établissement. Soulignant l'importance des traditions et des valeurs de loyauté chères aux Prytanée. Elle rappelle la mission essentielle du Prytanée militaire de Kati, former des citoyens disciplinés, responsables et engagés au service des valeurs républicaines et des armées. Bonne chance aux Bleus. 5e édition du prix d'excellence de la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence. Entre récompenses académiques et engagement civique, cette édition placée sous le signe de l'excellence et la citoyenneté réaffirme le rôle crucial de l'éducation. Le reportage de Mohamed Sankari. Pour cette 5e édition, la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence a mis à l'honneur les régions de Bougouni et Kita. Les 3 meilleurs élèves ODF de ces 2 localités ont été récompensés pour leurs efforts exceptionnels. Je tiens à remercier la Fondation Soumaïla Cissé de m'avoir permis, à moi et mes camarades, cet honneur bien distingué. Je tiens aussi à leur adresser nos engagements pour continuer sur notre voie, à persévérer et encore à viser l'excellence. À travers ces prix, la Fondation Soumaïla Cissé souhaite créer une saine émulation dans les écoles. En célébrant ces jeunes, nous affirmons que l'excellence n'a pas de frontières. Elle jaillit partout où le travail, le courage et l'engagement sont présents. Chers lauréats, aujourd'hui vous représentez la fierté de vos familles, l'honneur de vos enseignants et l'espoir de tout un pays. Ce prix n'est pas une fin, mais une invitation à apprendre, à servir et à incarner les valeurs qui font les grands citoyens. Le thème de cette année, Excellence et citoyenneté, rappelle que le savoir et le civisme sont les 2 piliers indispensables pour bâtir un Mali stable et un avenir prometteur. L'excellence scolaire, en réalité, le premier acte citoyen des jeunes. Un élève qui travaille avec acharnement, qui respecte ses maîtres et qui cherche à se dépasser, prépare déjà le terrain pour devenir un citoyen responsable et utile à sa nation. Le ministère de l'Éducation nationale réaffirme solennellement son engagement à promouvoir une école de qualité, équitable,
et porteuse de valeurs citoyennes. Nous continuerons à soutenir toutes les initiatives qui encouragent l'excellence, renforcent le civisme et valorisent notre capital humain. Les lauréats des 3e et 4e éditions ont été également mis à l'honneur, prouvant que la recherche de l'excellence est un suivi de chaque instant pour la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence. L'artiste international congolais Fally Ipupa est à Bamako dans le cadre d'un concert géant prévu ce soir même sur l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Cet événement s'inscrit dans le cadre des festivités de fin d'année. Une partie des fonds récoltés servira à soutenir les Aigles du Mali. Cette initiative est portée par notre compatriote Mohamed Sankaré, plus connu sous le nom de Momo de Paris. Reportage Ibrahim Kaokonaté et Mohamed Sidibi. Nous sommes bien arrivés. Ouais, je suis là, donc ce soir on va faire la fête ensemble. Et on est déjà à Bamako. Donc rendez-vous tout à l'heure à l'esplanade du CICB pour qu'on fasse la fête ensemble avec vous. Je suis venu chanter, danser et s'amuser avec nos frères et sœurs maliens. Pour ce soir, on est venu faire le concert. Vous savez, nous sommes arrivés aujourd'hui. Et puis voilà quoi. Donc on veut quand même, on va se reposer et puis demander aux gens de venir juste un peu à l'heure. Essayer de venir un peu plus tôt, mais pour que la fête commence tôt et pourquoi pas l'avancer un peu plus tard. Mais en tout cas, je suis content d'être là, on est ensemble. Aigle. Voilà, le rendez-vous est pris tout à l'heure au CICB pour le concert de Fally Ipupa. Phase finale à Cannes, Maroc 2025. Le match au sommet de la deuxième journée de groupe A a vu le Maroc et le Mali faire un match nul, un but partout. Un résultat qui permet aux Aigles de se relancer dans la compétition. L'un de nos envoyés spéciaux, Ousmane Daou, a suivi la rencontre depuis le stade de Rabat. Il revient sur les temps forts de ce match. C'est vrai que les Aigles du Mali étaient très attendus dans ce match contre le Maroc. Eh bien, après le nul contre la Zambie, et le sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Saint-Fit, a réajusté un peu son équipe avec 5 changements. Et revoilà Ousmane Kamara, Lassana Koulibaly, Nathan Gassama, Mamadou Doumbia et le capitaine Yves Bissouma. Ce que l'on peut dire, Khalidja Toukone, c'est une première mi-temps défensive des Aigles du Mali qui a attendu cette équipe marocaine qui, pour la piéger, eh bien, finalement, c'est les Aigles qui se feront piéger par un penalty. Nathan Gassama touche le ballon de la main. Ibrahim Diaz marque pour le Maroc. Donc, du coup, 45 premières minutes totalement ratées par les Aigles du Mali. En seconde période, le sélectionneur réagit son équipe. Ce réagissement, il fait sortir son capitaine Yves Bissouma, remplacé justement par Gaussou Diarra. Mahamadou Doumbia retrouve le cœur du jeu malien, ce qui aère un peu le jeu des Aigles du Mali. Finalement, le Mali va obtenir aussi un penalty transformé par Lassine Sinayogo. Ce qu'on peut retenir de cette rencontre, on a vu une équipe à réaction des Aigles du Mali. Si face à la Zambie, elle avait mené, ce soir, elle a été à réaction. Ensuite, ce qu'il faut aussi noter dans cette performance, c'était face au pays organisateur. Voilà, merci Ousmane Daou. La dernière rencontre des Aigles est prévue lundi à partir de 19h contre les Comores. Page nécrologique de cette édition, le patriarche des Ascofaré, le président des ressortissants de Tombouctou, résident à Bamako, Ali Khalil Baba Ascofaré, n'est plus. Il est décédé à l'âge de 83 ans. Ses obsèques ont eu lieu dans sa famille à Amdalaï Plateau. Parents, amis, collaborateurs et connaissances se sont mobilisés pour lui rendre un dernier hommage. Aliou Abdoulaye Touré. Une vive émotion et une profonde tristesse ont marqué les obsèques de Ali Baba Khalil Ascofaré, natif de Tombouctou. Inspecteur de finances à la retraite, il fut le premier directeur général de la Loterie nationale du Mali, l'ONAMA. Ali Khalil était fortement impliqué dans les initiatives de médiation en faveur de la paix.
L'imam de la mosquée qu'il fréquentait a rappelé les valeurs de foi, de générosité et de discrétion qui ont toujours caractérisé la vie d'Ali Khalil Baba Ascofaré. L'ancien Premier ministre a exprimé sa profonde tristesse face à la disparition de celui qu'il qualifie de grand commis de l'État. Ali Khalil Ascofaré fut un grand ami, un frère. Nous nous côtoyons depuis des années. Nous connaissons parfaitement. Aujourd'hui, nous perdons un frère, un ami, un serviteur de l'État, un grand commis de l'État. Il quitte sa famille, ses amis et tout le quartier d'Amdalaï et Tombouctou. Nous prions pour le repos de l'âme. Ali Khalil Baba a été également présenté comme un homme de communauté, proche des siens et attentif aux autres. Elles sont exceptionnelles. Qualité humaine, qualité technique, relations humaines. Il était affable, il avait tout. Tout cela, ces qualités sont connues, appréciées unanimement. C'était un homme d'exception. Vraiment, je m'incline devant sa mémoire. Ali Khalil Baba laisse un lourd héritage difficile à porter. Ali Khalil, c'est un livre, c'est une communauté. Bref, Ali Khalil, c'est Tombouctou, c'est Bamako, c'est Amdalaï. Je ne connais pas, dans mon entourage, dans son entourage, quelqu'un qui est venu le voir en pleurant, qui ne lui a pas donné satisfaction. Je ne le connais pas. Ali Khalil Baba est détenteur de plusieurs distinctions honorifiques décernées par l'État malien pour son dévouement pour la patrie. Ses obsèques se sont déroulées en présence d'un parterre de personnalités venus témoigner leur compassion à la famille éplorée et saluer la mémoire du défunt. Ils ont prié pour le repos de son âme. Ali Khalil Baba Ascofaré repose au cimetière de Lafiabougou. Paix à son âme. Amen. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rappelons-nous de cette sagesse africaine. On ne peut pas se laver le visage avec un seul doigt pour nous dire que la paix et la cohésion sociale sont l'affaire de tous. Ensemble, nous sommes plus forts pour bâtir un avenir stable et harmonieux. Le Mali dans nos cœurs et dans nos prières. À demain, même heure, même plateau, Dieu voulant. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école.